Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Zoom du jour. Au programme, aujourd'hui, je reçois André Ménache. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire, vous êtes conseiller scientifique chez Antidote Europe. On va en parler tout de suite, mais également porte-parole du comité scientifique de l'association Pro-Anima. Alors pour commencer, André Ménache, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'Antidote Europe ? Antidote Europe est une association créée par des anciens chercheurs du CNRS, œuvrant pour une meilleure prévention en santé humaine. Donc il faut bien distinguer, Antidote Europe n'est pas une association du bien-être pour la cause animale, c'est tout à fait scientifique, mais nous apportons un appui essentiel aux associations qui œuvrent pour la protection des animaux, mais qui n'ont pas forcément les arguments scientifiques, en particulier concernant l'expérimentation animale. Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans l'image d'Épinal, j'allais dire, dans l'esprit des Français, on imagine que les gens qui sont contre l'expérimentation animale, c'est effectivement ceux qui revendiquent le bien-être animal, et c'est bien légitime d'ailleurs. Mais vous, vos arguments, comme vous venez de nous l'expliquer, sont précisément très scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelques-uns ? Bien sûr. Pour le grand public, si on montre par exemple des images tournées en caméra cachée de ce qui se passe dans des labos, ça choque le grand public pendant une semaine et puis on l'oublie. Parce qu'on revient toujours à cette même problématique, mais c'est un mal nécessaire. Alors aujourd'hui, nous avons suffisamment de connaissances, les technologies ont suffisamment évolué, afin de dire que ce n'est plus un mal nécessaire, c'est un mal tout court. Et notre société n'accepte pas, et le grand public n'accepte pas une souffrance sans vraiment une justification. Alors justement, si vous dites que le mal n'est plus nécessaire, précisément, c'est qu'on peut faire autrement finalement. Donc si je résume, on peut faire sans expérimenter des substances, des médicaments, faire de la recherche fondamentale aussi, on y reviendra peut-être après, sans faire subir ces mauvais traitements aux animaux. Voilà. Alors malheureusement, la France est quasiment le pire élève dans toute l'Union européenne en ce qui concerne le remplacement des animaux. Prenons les trois grandes thématiques, l'enseignement et la formation, qui représentent environ 1% de toute l'expérimentation animale. Donc sur les 2 millions d'expériences sur les animaux chaque année en France, ça représente à peu près 1%. Mais là, la France utilise 30 fois plus ou 20 fois plus d'animaux que par exemple le Royaume-Uni. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est en ce qui concerne la formation et l'enseignement. Je suis ravi qu'un groupe d'étudiantes à Strasbourg, il y a un mois, ont décidé de refuser de participer à une expérience impliquant des hamsters, et elles ont réussi à faire plier l'université, c'est-à-dire elles sont allées aux médias. Et aussitôt que les médias a écrit à ce sujet, eh bien l'université, tout de suite, ils ont dit écoutez, on va pas donner un 0 à ces étudiantes. Non, tout se passe bien. On va tout simplement annuler ce cours. Alors pour la France, ça c'est quelque chose de jamais vu, quoi. On a le sentiment que ces étudiantes, finalement, ont invoqué une sorte de clause de conscience, quelque part, en refusant d'expérimenter sur les animaux. Exactement. Et c'est un peu fou que dans le pays du droit de l'homme, nous sommes, par rapport à l'Italie, par exemple, loin derrière le fait que là, les étudiants ont depuis, 25 ans, objection de conscience qui est reconnue. Et alors en France, ça cloche. Mais alors, si on vous comprend bien, là vous dites le pays des droits de l'homme, mais là, précisément, puisque vous militez pour des raisons scientifiques, lutter contre l'expérimentation animale, ça serait précisément humaniste, selon votre point de vue. Aussi. Alors l'enseignement, c'est... aujourd'hui, nous avons des outils pédagogiques, la réalité virtuelle, les mannequins, tout ce que vous voulez. Les alternatives et le remplacement à l'utilisation des animaux dans le cadre de l'enseignement est aujourd'hui considéré comme tout à fait normal. Ce n'est plus considéré comme hors norme ou quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je dirais qu'on a gagné en ce qui concerne l'enseignement et la formation. Ensuite, parlons de la réglementation, ce qui représente entre 20 et 25% de toute l'expérimentation animale. Donc là, il s'agit de tester sur des animaux afin, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique ou l'industrie chimique, afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau médicament. Alors, il faut savoir que l'exigence réglementaire
donc qui exige de tester sur des animaux avant de passer aux essais cliniques chez l'homme, date de 1946, c'est-à-dire le procès des médecins à Nuremberg. La science a évolué depuis. Mais pas cette loi. Alors, voilà, donc la réglementation est toujours bloquée. Donc, la réglementation a 75 ans de retard par rapport à nos connaissances actuelles scientifiques. Donc ça, c'est un scandale déjà. Et l'industrie pharmaceutique n'est pas pressée pour remplacer les tests sur animaux parce que pour eux, l'expérimentation animale représente plusieurs atouts. D'abord, ils peuvent choisir l'espèce et la souche d'animal qui leur conviennent pour passer plus vite aux essais cliniques. En même temps, en utilisant des animaux, ils peuvent obtenir plus de médicaments candidats pour passer aux essais cliniques. Si nous utilisons aujourd'hui, par exemple, les technologies du 21e siècle, comme les organes sur puce, qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus pertinents pour la santé humaine, eh bien, pour l'industrie pharmaceutique, ça pose un grand problème parce que ça va identifier beaucoup plus d'effets secondaires chez l'homme que les animaux sont incapables d'identifier. Et donc, actuellement, ce qui se passe, et je vous donne un exemple très concret. Nous avons donc l'organe sur puce qui s'appelle le foie sur puce. Le foie sur puce a déjà fait son travail, a fait ses preuves. Il a réussi à identifier quasiment à 100% des médicaments retirés du marché à cause des effets secondaires, et je parle d'effets secondaires graves, parce que quand un médicament abîme le foie, ben, soit il vous faut une transplantation de foie, soit vous êtes très très malade. Donc il s'agit d'effets secondaires très graves. Et donc l'organe sur puce, donc le foie sur puce, a réussi à identifier quasiment tous les effets secondaires graves que les tests sur les animaux n'ont pas réussi à identifier. Je parle de médicaments déjà commercialisés ou déjà retirés du marché. Alors, si on prend en compte que les dégâts au niveau du foie représentent 30% de tout médicament retiré du marché, 30% de tout médicament retiré, c'est le pourcentage le plus important. Ce sont les dégâts, les effets secondaires les plus importants. Le plus représentés, oui. Sur tous les médicaments. Donc, pour l'industrie pharmaceutique, c'est grave pour eux, parce qu'ils savent très bien que s'ils remplacent les tests sur les animaux avec les organes sur puce, ils auront beaucoup moins de candidats médicaments pour arriver aux essais cliniques. Alors, pour les patients, pour le grand public, c'est gagnant, c'est moins d'effets secondaires. Pour le système de santé, c'est beaucoup moins de dépenses. On va économiser des milliers, voire des milliards d'euros. D'une part parce qu'on rembourse moins de médicaments qui sont moins acceptés, mais aussi parce que on soigne moins on a moins d'effets secondaires à soigner et à rembourser. Et moins de transplantation de foie, etc. Donc, c'est une situation aberrante. Et tout simplement, je pense que le grand public n'est pas conscient de ce qui se passe. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a un collectif d'associations qui a lancé une pétition sur le site du Sénat exigeant une enquête parlementaire, en l'occurrence une mission d'information, en tant que tout premier pas, parce que la majorité des députés ne savent pas ce que c'est l'expérimentation animale, la majorité du grand public ne sait pas ce que c'est l'expérimentation animale, et c'est là où il faut commencer. Dans l'idéal, il faudrait également informer les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Je suis convaincu que si les actionnaires de l'industrie pharmaceutique voyaient d'un côté les images tournées en caméra cachée dans les labos des rats, des chiens, des singes qui souffrent énormément et qui sont tués à la fin de l'étude, d'un côté, et de l'autre côté, on leur explique ce que je vous ai expliqué. Quand l'étude elle-même ne les a pas tués, soit dit en passant. Voilà, exactement, dans ce cas-là. Donc, je vous donne l'exemple de l'organe sur puce, le foie sur puce, qui est quasiment 100% prédictif. Alors que le modèle animal, si on regarde uniquement la toxicité, il est prédictif à peu près l'équivalent d'un jeu de pile ou face, à 50%. Si on prend en compte la toxicité et l'efficacité, ou le manque d'efficacité, à ce moment-là, le taux d'échec du modèle animal arrive à 90%. Et ces chiffres-là sont, grâce à la Haute Autorité de Sécurité Sanitaire aux États-Unis, la FDA, c'est selon eux qui nous donnent ces chiffres, qui disent sur 10 molécules ayant réussi les tests sur les animaux, 9 vont échouer au cours des essais cliniques chez l'homme.
parce que les animaux n'ont pas réussi à identifier soit des effets secondaires graves, soit ils ont montré que le médicament est efficace, alors chez l'homme, il n'est pas efficace. Et on pourrait même imaginer que les tests sur les animaux excluent certains médicaments qui pourraient fonctionner sur l'humain. On a perdu de bons médicaments parce qu'on a cru à la base des tests des animaux qu'ils étaient trop toxiques chez l'homme. Alors ça, c'est vraiment très intéressant et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce point. En fait, finalement, si je résume vos propos, c'est aucune espèce et aucun modèle biologique n'est un exemple pour un autre modèle biologique, tout simplement. Oui, alors tout simplement. Comment j'explique ça au grand public? Je dis en tant que vétérinaire, je ne vais jamais tester un médicament destiné aux chevaux sur des perroquets. Et les gens trouvent ça drôle, exactement. Ils trouvent ça drôle parce que c'est tellement évident. Alors pourquoi tester des médicaments destinés à l'homme sur des rats, des chiens ou des singes? Et on ne parle pas uniquement de la question de dosage, d'ailleurs. Faut voilà, bien comprendre, évidemment. Exactement. Donc, nous ne sommes pas des rats de 70 kilos. Et en tout cas, nous sommes éloignés des animaux. Par exemple, le singe. Nous sommes éloignés du singe par 25 millions d'années d'évolution. Alors, auparavant, on testait encore sur le chimpanzé. On ne teste plus sur le chimpanzé. Le chimpanzé était le modèle par excellence pour les chercheurs, parce que le chimpanzé partage 98% de son ADN avec l'homme. Et pourtant, cette toute petite différence entre le chimpanzé et l'homme fait que le chimpanzé est quasiment immunisé contre le sida de l'homme, les hépatites, le paludisme, et ils ont des différents cancers à les nôtres. Alors, si je me permets de vous interrompre, pour bien illustrer ce que vous venez de dire sur le chimpanzé, ça signifie que si on injectait du sang contaminé pendant le scandale du sida... C'est ce qui s'est passé. Le chimpanzé, il n'y avait pas le sida. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le scandale du sida. On s'est fié sur le chimpanzé en pensant c'est similaire. En science, si on veut être rigoureux, le mot similaire ne pèse pas beaucoup. On ne peut pas utiliser le mot similaire. Ce n'est pas rigoureusement scientifique. Alors, on revient encore un tout petit peu en arrière, parce que vous avez été très vite sur un point très important, sur le fait que finalement, c'était dans l'intérêt de certains laboratoires pharmaceutiques de continuer à utiliser les modèles animaux parce qu'ils pouvaient choisir l'espèce, m'avez-vous dit. Mais alors ça, si vous voulez bien qu'on s'arrête une seconde là-dessus, ce que vous sous-entendez, je me permets d'expliciter ce que je crois que vous avez tenté de me dire, c'est que tout simplement, en fonction de la molécule que le laboratoire pharmaceutique veut tester, pour prouver, non peut-être pas son efficacité, mais en tous les cas sa non-dangerosité. Manque d'innocuité. Son innocuité, pardon. Il suffit de choisir l'espèce du rat 23 que l'on sait résistant à telle ou telle toxicité. Oui, alors un exemple phare, c'est le bisphénol A. Donc le bisphénol A est reconnu enfin comme étant un perturbateur endocrinien. Et donc l'industrie chimique, pas par hasard, a sélectionné un rat, une souche de rat qui s'appelle Sprague-Dawley, qui est très, très, très résistante aux effets hormonaux des perturbateurs endocriniens. En fait, c'est une lignée de rats qui a été sélectionnée pendant 50 ans. Et aujourd'hui, vous pouvez la donner la pilule contraceptive, elle va continuer à faire des petits. Donc, elle est quasiment immunisée contre les effets hormonaux des perturbateurs endocriniens. Et c'est si vous voulez, principalement par le biais de ce modèle, de cette souche, cette lignée de rats, que l'industrie chimique a réussi à homologuer et commercialiser le bisphénol A. Et donc, vous voyez, qui du coup est un perturbateur endocrinien fort pour les humains. Oui, absolument, absolument. Donc, dans ce cas-là, l'industrie chimique va obtenir son autorisation de mise sur le marché en disant, le rat, c'est un mammifère, donc ça représente l'homme. C'est un mammifère. Alors que il nous faudra 30 à 40 ans pour comprendre quel impact, quels effets secondaires et quels dégâts par rapport à la santé humaine. Donc, normalement, si vous voulez, les pesticides, les substances chimiques, parce qu'il n'y a pas de pharmacovigilance en ce qui concerne les substances chimiques. Pour les substances pharmaceutiques, oui, il y a une pharmacovigilance qui fonctionne plus ou moins pas terrible. On l'a vu, je crois. Voilà. En tout cas, pour les substances chimiques, c'est pire. Parce que là, vous prouvez sur le rat, ou sinon, vous prouvez sur un ver de terre. Pour l'OCDE, il vous suffit de prouver sur un ver de terre plus d'eau et un poisson zèbre. Qu'est-ce que c'est l'OCDE ?
l'Organisation économique pour la coopération, ok, je développement, pensais que c'était etc. autre chose, d'accord. C'est l'OCDE. Pour que valide quelque chose, une substance. Donc c'est une autorité de réglementation qui est responsable pour valider les tests sur les animaux pour autorisation de mise sur le marché pour les substances chimiques. Et donc là, vous prouvez sur vers de terre, puces d'eau et poissons zèbres que cette substance chimique n'est pas nocive pour l'environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? C'est des centaines de milliers d'autres espèces. Donc on écarte ces espèces-là et puis on se rend compte après 10, 25 ans, 30 ans que ça tue par exemple les abeilles. Donc vraiment, c'est une incohérence totale. Et ce qui est vraiment triste, c'est que les gouvernements et les industriels se permettent de continuer avec ce paradigme tout en sachant que ce n'est pas sérieux, tout en sachant que ça va nous coûter cher à nous, à notre santé, à la santé de nos enfants. Le cancer est la première cause de décès chez les enfants. C'est du jamais vu. Quand j'étais jeune enfant, mais non. Le cancer, c'était une maladie des vieilles personnes, pas des jeunes enfants. Alors, le cancer ne tombe pas du ciel. Le fait que les nouveau-nés aujourd'hui ont environ 300 substances chimiques de synthèse dans leur corps à la naissance, c'est pas la meilleure façon de commencer la vie. Alors, est-ce que vous avez des contacts avec l'industrie pharmaceutique, vous, directement, en tant qu'association qui milite contre l'expérimentation animale, encore une fois, pour des raisons scientifiques? Quelle est leur attitude à votre égard? Donc, nous essayons d'établir un dialogue. Mais évidemment, pour l'industrie pharmaceutique, ils n'ont aucun intérêt de nous parler. La seule chose qui fait plier l'industrie pharmaceutique, c'est quand leurs actions commencent à baisser. À ce moment-là, ils sont prêts à vous écouter. Et c'est ce qui fonctionne. Donc, il y a l'exemple des cosmétiques. Donc, c'est grâce à la pression de l'opinion publique et des associations de protection animale que l'industrie cosmétique a développé 4 tests pour remplacer les tests sur les animaux, mais en ce qui concerne la toxicité cutanée uniquement. Parce que les cosmétiques, c'est ce qu'on applique à l'extérieur. Donc ça, c'est un exemple où l'opinion publique a fait de sorte que l'industrie cosmétique a mis la main dans la poche et ils ont développé. Mais il y a un exemple beaucoup plus... un meilleur exemple, et c'est le Botox. Donc le Botox contient la toxine botuline, ou botulique, la substance la plus dangereuse sur la Terre. Et pourtant, grâce à une campagne menée aux États-Unis par la Humane Society of the United States, ils ont réussi à convaincre les actionnaires du fabricant de Botox aux États-Unis qu'on pouvait remplacer les tests en utilisant des souris qui se basaient sur les souris, pour asphyxier les souris, pour tester chaque lot de Botox avant de passer dans une clinique esthétique. On devrait vérifier que la dose était la bonne. D'accord. Et donc, on utilisait des souris en tant qu'éprouvettes vivantes. Des milliers et des centaines de milliers. Jusqu'à ce qu'on a réussi à convaincre les actionnaires de cette entreprise qu'on pouvait remplacer très facilement les tests sur les souris par des cultures cellulaires humaines. Donc, on fait mal à personne. Et les tests in vitro, ça s'appelle in vitro, donc sont au moins aussi bien, voire meilleurs que les tests sur les souris. Et donc, comme ça, on épargne des centaines de millions. Mais là, c'est grâce... Centaines de millions de souris? De souris. Et de centaines de millions de dollars? Pardon? Des centaines de millions de dollars aussi, parce qu'on sait que l'industrie pharmaceutique, en principe, comme vous l'avez rappelé, elle est quand même mue principalement par ses intérêts. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Alors, justement, donc là, le budget de l'industrie pharmaceutique, ça se mesure en milliards. Donc, ils ont mis la main dans la poche pour quelques millions. Mais pour eux, ça valait le coup. Ça vaut le coup. C'est pas très compliqué à faire ces calculs. Mais voilà donc ce qui fait écouter et plier l'industrie pharmaceutique. C'est uniquement les profits. C'est si les actionnaires sont informés et mobilisés. Et ça, c'est le plus vite. Parce que si on veut changer les lois, passer par le Parlement, ça va prendre 15-20 ans. Si vous voulez changer les choses du jour au lendemain, comme l'exemple du Botox, eh bien ça, c'est les actionnaires, par le biais des actionnaires, mais il faut qu'ils soient informés. Les actionnaires n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les labos. Aucune idée.
Est-ce que vous avez l'impression que les politiques, même si c'est très long de faire un changement politique et de législation, est-ce que vous avez l'impression que les hommes politiques sont réceptifs, j'allais dire, à votre discours, ou est-ce qu'il y en a qu'une toute petite partie qui y accorde de l'intérêt? Il y a une toute petite partie qui sont intéressés, je dirais principalement parce que c'est un sujet tellement lourd et tellement complexe. Ça m'a pris 45 ans pour vous raconter ce que je vous racontais aujourd'hui, pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est un sujet très, très lourd, très compliqué. Mais il faut commencer quelque part. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, par exemple, une mission d'information, c'est un tout premier pas pour commencer à informer les politiques, pour commencer à informer le grand public ce que c'est réellement l'expérimentation animale, les enjeux pour notre santé, pour l'environnement, et le fait qu'on est en train de massacrer des millions d'animaux tous les ans. Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc ça, on a parlé jusqu'ici, si vous voulez, sur la réglementation. Maintenant, passons à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, donc c'est la troisième thématique, si vous voulez, grande thématique. La recherche fondamentale, c'est la curiosité scientifique. Alors, j'ai siégé au sein de comités d'éthique dans plusieurs pays, la Suisse, la Belgique, en France. Je ne sais pas pourquoi on ne m'acceptait pas dans les comités d'éthique, mais je n'ai jamais réussi à... Voilà. Mais en tout cas, c'est le même système. Et donc, ce que font... J'ai appris les astuces des chercheurs. Ce que font les chercheurs, ils proposent un projet en matière de recherche fondamentale et ils le déguisent après sous forme de recherche appliquée. Parce que sous forme de recherche appliquée, vous avez beaucoup de chances d'obtenir des subventions. La recherche fondamentale pure et dure, très, très difficile. Je vous donne un exemple tout simple. Si un chercheur veut voir combien de fois par heure une souris agressive va attaquer une souris timide, eh bien, il aura zéro subvention. Mais si le même projet... C'est dommage, c'est très instructif. N'est-ce pas? Oui. Mais si le même chercheur dit je veux étudier combien de fois par heure une souris agressive attaque une souris timide pour mieux comprendre la violence conjugale pendant le confinement, à ce moment-là, il a beaucoup plus de chances d'obtenir une subvention. Et donc, ça, je vous donne un exemple tout simple. Comment font les chercheurs pour à la fois décrire leur étude en tant que recherche fondamentale, parce que selon sa définition, la recherche fondamentale, vous n'êtes pas obligé d'obtenir un résultat. C'est tirer une flèche dans le ciel sans savoir où cette flèche va aboutir. Et à ce moment-là, le comité d'éthique a du mal à vous dire non. Donc tout est permis. Tout est permis. Et donc, mais de l'autre côté, vous n'allez pas obtenir une subvention si c'est de la recherche fondamentale pure et dure. Et donc, il coche les deux cases. Bien que c'est complètement incohérent. Parce que soit votre étude est la recherche fondamentale, soit la recherche appliquée. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée en tête comment cette molécule va guérir votre grand-mère du cancer en utilisant des rats. Donc ils cochent les deux cases. Et les comités d'éthique, ils n'ont aucun problème, ils acceptent ça. Et ces recherches fondamentales, finalement, mis à part satisfaire la curiosité de certains chercheurs, elles aboutissent à quelques découvertes encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas scientifique, bien entendu, mais depuis le temps que cela existe, on se dit, bon, on a peut-être un peu fait le tour quand même du cerveau du chimpanzé, quand je lui mets une gifle, il crie parce qu'il a mal. Enfin, je caricature volontairement, mais il y a aussi ça dans la recherche fondamentale. Oui, alors effectivement, il y a des recherches, très peu de recherches, pas assez de recherches, qui ont fait le bilan. Et donc, une étude très, 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 très importante, qui a regardé 25 000 articles publiés, tous en matière de recherche fondamentale, où les chercheurs disaient que le but, c'était d'arriver à une application en clinique. Donc, c'était vraiment du labo à la clinique. Alors, on a les personnes qui ont réalisé cette étude, ce bilan, ont attendu environ 25-30 ans. Parce que les chercheurs vont toujours dire, du moment où on commence à chercher la molécule jusqu'à ce que ça arrive en clinique, ça prend du temps. OK, très bien. Donc, on a attendu 25-30 ans. Et le taux de succès, donc sur ces 25 000 articles publiés dans les meilleurs journaux scientifiques, le taux de réussite était de 0,004%. 0,004%. Alors, il faut poser la question aux contribuables. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait souffrir des animaux et qu'on investit tout cet argent-là dans la recherche animale, au lieu de la prévention, etc., pour un taux
si dérisoire? Je pense que non. Mais le problème, c'est que le contribuable ne le sait pas. Ne le sait pas. Il ne sait rien. Et si vous voulez, sur les comités d'éthique, selon la réglementation, selon le code rural, il faut un non-scientifique, si vous voulez, qui est souvent le prof de philosophie de la même institution, etc. Et donc, cette personne-là est censée représenter le grand public. Donc ça, c'est, à nouveau, ce n'est pas très transparent, quoi. On l'aura compris, de ce fait, André Ménache, c'est un sujet qui mériterait effectivement qu'on fasse la lumière dessus. Pour ce faire, je vous rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la pétition sur le site du Sénat, on va peut-être s'y attarder un petit peu plus parce que le fonctionnement, alors j'indique à nos téléspectateurs qu'on peut trouver le lien juste dans la description si on veut signer cette pétition, malgré un fonctionnement un peu compliqué parce qu'il faut utiliser France Connect, etc., etc. Mais c'est vraiment important de demander un travail parlementaire pour faire la lumière sur tout ce que vous venez de nous expliquer. Voilà, justement. Donc, malheureusement, beaucoup de gens ont du mal de passer par France Connect parce qu'il faut effectivement une identité numérique qu'on peut l'avoir par biais des impôts, amélie.com, etc. Donc, soit les gens se sacrifient un peu de temps pour arriver au résultat. Sinon, sur le site de ProAnima, il y a une petite tuto vidéo qui dure 2 minutes qui explique exactement comment faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a du mal à recueillir les 100 000 signatures requises. On a jusqu'au 30 avril de cette année-ci. Et on voulait justement, on demande aux personnes, si vous aimez les animaux ou pas, c'est peu importe. Nous avons besoin vraiment de signer cette pétition. Et en l'occurrence, le 24 avril, c'est la journée mondiale pour les animaux dans les laboratoires. Donc, sur nos réseaux sociaux, on demande aux gens, faites cadeau aux animaux dans les laboratoires en signant cette pétition. Je vous remercie beaucoup, André Ménache, d'avoir présenté à tous nos téléspectateurs cette belle initiative. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas non seulement aller signer la pétition pour au moins faire la lumière sur cette question, mais partagez également cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui se situent dans ce sujet. Merci à tous et à bientôt.